Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi? D'abord, une ambition, celle de construire une véritable économie numérique panafricaine avec un potentiel estimé à plus de 700 milliards de dollars d'ici 2050. Alors peut-on vraiment atteindre justement cet objectif? La réponse avec Kay Lumumba, directeur de Totem Experience, mais aussi à la tête d'un événement majeur sur le digital en Afrique qui sera avec nous depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Ensuite, le Sahel, de nouvelles attaques au Mali, dans une région où la crise s'enlise et où une question se pose. Quelles sont aujourd'hui les conséquences du terrorisme sur les sociétés? Et puis on terminera avec du sport. Et oui, le lancement de la 6e saison de la Basketball Africa League, une compétition qui grandit mais qui interroge. Est-ce qu'on peut vraiment créer une véritable économie autour de ce sport? Est-ce qu'il peut même devenir une vitrine pour le continent? Évidemment avec moi, comme chaque semaine, Bachir Thiam, pour essayer de bien analyser cette actualité. Ça dit quoi, Bachir? Ça dit que ça bouge, le continent bouge et c'est tant mieux. Comme chaque semaine, et on va essayer de décrypter cette actualité ensemble. Alors c'est parti pour Ça dit quoi dans la presse africaine. 712 milliards de dollars, c'est ce que pourrait représenter l'économie numérique africaine d'ici 2050, soit 8,5% du PIB du continent, et cela selon une étude commune entre Google et la Banque mondiale. D'ailleurs, RFI nous indique que l'Union africaine veut se saisir de ce sujet à travers la ZLECAf, justement cette zone de libre-échange intra-africaine, pour construire une économie numérique panafricaine, on l'a dit, mais ça veut dire justement créer un écosystème avec des procédés qui sont compatibles, qu'importe le pays, avec des paiements numériques, qui prend en compte la cybersécurité, l'identité digitale, tout cela pour faciliter les échanges, mais surtout accélérer la croissance du continent. Et au cœur de cette transformation, il y a le téléphone portable. Sur Forbes Africa, Khalil El-Amerikani, directeur de Vodafone Congo, considère que cette économie se fonde en grande partie, on l'a dit, sur le téléphone portable, qui est devenu un bien de première nécessité, mais c'est surtout un outil de la nouvelle finance, avec le mobile money, le paiement sans cash. C'est donc, on l'a dit, une économie africaine qui se structure et peut-être même des flux financiers qui rentrent, pourquoi pas, dans l'économie formelle. Et justement, pour parler de cette économie du digital à l'échelle du continent, avec nous, Kay Lumumba, vous êtes directeur de Totem Experience et surtout à la tête d'Adicom. C'est un grand événement qui est justement spécialisé, qui met en valeur le digital au niveau du continent africain. Bienvenue avec nous, Kay. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous l'avez peut-être compris à travers les articles que nous avons présentés, il s'agit de cette nouvelle économie digitale et on a parlé justement du téléphone portable qui est un outil aujourd'hui assez important dans ce secteur-là. En somme, au-delà du téléphone, est-ce que la digitalisation, c'est une manière aussi de structurer l'économie africaine et pourquoi pas en particulier l'économie informelle? Oui, totalement. Je pense qu'avec avec le digital, on est vraiment face à un outil qui peut vraiment accélérer l'émancipation de la jeunesse africaine. Je pense qu'on passe beaucoup de temps dans beaucoup de domaines à analyser notre retard éventuel par rapport à d'autres continents ou autres. Mais en ce qui concerne le digital, et comme vous l'avez dit, on a l'exemple du mobile, l'Afrique et les Africains construisent leur propre modèle. Aujourd'hui, avec le mobile, on a vu l'avance qu'on a pris en termes de transactions financières. Aujourd'hui, vous avez des groupes WhatsApp qui se transforment en entreprises. Vous avez des communautés qui créent ces outils-là, et de la création de contenu. Vous avez vraiment une singularité africaine. Pour moi, véritablement, quand j'entends les chiffres annoncés par les institutions, je ne suis pas surpris. Donc, ce qui fait peut-être, ce qui fera surtout le succès de cette économie, c'est d'abord créer des systèmes qui
sont pensés à travers les réalités africaines. Je pense que c'est le point sur lequel vous voulez insister. Mais si on parle justement de réalité africaine, on va prendre l'exemple d'un article de Global Voices qui nous dit que cet accès au numérique et à Internet, en effet, c'est une urgence aujourd'hui au vu de la conjoncture mondiale, mais surtout, disons-le, il y a une réalité sur le continent. D'ailleurs, il en parle, seuls 12% des citoyens subsahariens ont accès, par exemple, à l'intelligence artificielle. Et les raisons sont simples, l'accès à l'électricité, car avant les algorithmes et la connectivité, même avant la data, il y a surtout l'absence tout simplement de fils électriques, rappelle l'article. Et donc, Bachir, on parle justement de ce saut technologique, de cette économie qui devrait atteindre des chiffres assez importants, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de saut technologique alors qu'une partie même du continent n'a pas l'élément central, les infrastructures de base comme l'électricité? Enfin, je ne dis pas partout, mais dans certaines régions évidemment du continent. Oui, malheureusement, oui. Saut technologique, oui, on peut en parler parce que tout le monde aspire déjà, même si on ne saute pas. Et encore mieux, parce qu'avant de sauter, il faut savoir où est-ce qu'on saute, quoi. Parce qu'il faut regarder là où on saute. Saut technologique, oui, parce que vous avez dit que l'Afrique avance à 2 vitesses. Il y en a qui sont connectés et d'autres pas. Simplement connectés électriquement parlant. Je ne parle même pas d'Internet ou de l'IA. Juste avoir accès à l'électricité. Donc, si on n'a pas accès à l'électricité, à cette énergie, donc on ne peut pas, sauf encore miracle africain, qu'on mette par ailleurs des panneaux solaires pour alimenter nos usages Internet. Sinon, il y a une bonne partie aujourd'hui du continent qui n'est pas connectée du fait du manque d'accès à ces liaisons électriques. Ça pose problème. Donc, surtout si on parle d'économie panafricaine, il faut déjà réduire ces écarts d'infrastructures pour évidemment y prétendre. Peut-être que c'est ça la question. Je pense que M. Lumumba disait, d'ailleurs, il disait qu'il ne faut pas aussi qu'on considère tout ce retard-là de manière globale. Parce qu'il y en a qui sont bien avancés, d'autres pas. Et peut-être que certains peuvent être des modèles. Tout à fait. Et puis, il y en a déjà qui ont peut-être sauté beaucoup plus d'étapes qu'il ne fallait. Peut-être qu'ils sont allés d'un coup et ont fait des sauts qualitatifs qui les ont amenés très très loin. Le mobile money, par exemple, a été inventé en Afrique de l'Est, le Kenya en l'occurrence. Donc là, c'était une invention mondiale. On n'en parle pas assez, comme on aurait inventé peut-être la fusée ou l'énergie nucléaire. Mais le Kenya ou l'Afrique de l'Est et d'autres pays ont fait aussi des sauts comme ça technologiques qui leur ont permis de sortir de ces situations-là. Et en parlant justement du Kenya comme étant pionnier sur ces secteurs-là, eh bien au-delà des infrastructures, il y a cette question aussi de la souveraineté numérique. Et d'ailleurs, on a Aphrodis Mutanga qui signe une tribune dans Africa News Agency qui dit justement que utiliser des technologies conçues ailleurs pose également un problème parce qu'elles ne reflètent pas justement ces fameuses réalités africaines dont on parle et surtout que l'Afrique ne sera pas maîtresse de ces données à une époque justement où le numérique est aussi une question d'influence, de pouvoir. Je vais me tourner vers vous une seconde fois, Kaï Lumumba. Est-ce que, oui, on le sait aujourd'hui, construire une économie numérique, c'est essentiel, mais avec des technologies conçues ailleurs, est-ce qu'on ne risque pas, encore une fois, d'en dépendre encore plus? Alors, comment est-ce qu'on peut bâtir une réelle économie, une réelle souveraineté économique numérique africaine, pardon? Ouais. Alors, là, on a 2 écoles, c'est un vrai débat. Il y a des personnes qui diront que plutôt que d'aller bataille, d'avoir nos secteurs, on doit essayer de maîtriser ce qui est déjà à notre disposition, former les jeunes qui puissent développer des applications sur les outils, sur les plateformes, les infrastructures, même si elles ne nous appartiennent pas. Et puis, vous avez effectivement un qui se bat, qui estime que c'est véritablement important d'avoir une certaine souveraineté, d'avoir nos propres data centers, de développer nos propres modèles IA. Le sujet, il va se jouer forcément d'un point de vue législatif, ça va être une volonté politique. Là, le privé peut investir, effectivement, mais il faut absolument que les autorités, en fait, facilitent et considèrent que la souveraineté numérique de la data est aussi importante que la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire et les souverainetés dont on parle tous les jours de l'information. Donc, ça va vraiment dépendre de la vision de nos dirigeants.
Donc l'économie numérique panafricaine, c'est une réalité même aujourd'hui, mais pour justement prétendre, comme on l'a dit, à cette grande ambition, il est nécessaire que tout le monde puisse y participer, autorités, infrastructures. Et comme on dit, la data, c'est aussi l'enjeu du moment et il faut aussi que les États en prennent compte. Merci infiniment Kaïl Mumba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de Totem Experience et surtout à la tête de ce grand événement qui réunit tous les experts du digital sur le continent. C'est Adicom. Merci infiniment. Vous étiez avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, pendant que certains pays, on l'a vu, mis sur le numérique pour structurer leur économie, bien d'autres, malheureusement, font face à une autre réalité beaucoup plus instable, celle de sécuriser leur territoire face à la menace terroriste. C'est donc, on part dans le Sahel, justement, pour essayer de parler de ce point-là dans la seconde partie de notre émission. Ça veut dire quoi ? Le 25 avril, plusieurs attaques ont visé le Mali, notamment autour de Bamako, à Kati, ville garnison. Une vague d'attaques coordonnées, précise Tamana Media, où malheureusement le ministre de la Défense du Mali a perdu la vie. Et comme le montre la carte, c'était une offensive, on l'a vu, coordonnée, avec des frappes également à Mopti, Sévaré, Gao, jusqu'à Kidal, au nord. Et derrière ces attaques, des groupes terroristes comme le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, ou encore des groupes séparatistes Touareg, des frappes qui, justement, mettent en péril toute la région. D'ailleurs, à ce sujet, Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, le dit et le précise, si le Mali tombe, c'est tout le Sahel qui va suivre avec des répercussions incalculables. Alors, est-ce que le Mali, aussi, autre question, pourrait connaître le même destin que l'Afghanistan? Oui, c'est une question qui se pose à travers cette carte des Nations Unies qui compare du moins les territoires au niveau géographique. C'est on le sait, un vaste territoire sahélien avec des frontières poreuses qui laissent place donc à des vastes zones non contrôlées par l'État avec une installation durable des groupes armés qui s'ancrent, on le sait, dans le quotidien des populations. Ce n'est plus seulement donc une crise sécuritaire, ça devient même un système local qui peut causer une difficulté justement pour sortir de cette crise et malgré les interventions. Bachir, on le sait, les premières victimes du terrorisme, ce sont évidemment les populations civiles qui, selon Sénéweb, pourraient être au cœur d'une crise migratoire majeure, donc une crise où se nichent évidemment des ruptures profondes comme la perte de confiance dans l'État, l'absence de perspective économique ou l'effritement du lien social. Une stabilité donc à retrouver selon Mamadou Tangara, qui est chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et qui prend la parole dans Voice Gambia pour parler justement d'une stabilité qui est le fondement même du développement économique, des services publics, de la justice et du quotidien des sociétés qui doivent avant tout se sentir en confiance. Et d'ailleurs, on va essayer de comprendre comment se sentent même les populations à Bamako. C'est les premières qui ont été concernées par ces récentes attaques. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'ils la vivent et on va avoir la réponse avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, depuis justement Bamako. La situation à Bamako est revenue au calme, comme on peut le constater dans la circulation. Et les populations aussi se sentent en sécurité et disent avoir fait le même constat de ce calme qui est revenu depuis les attaques à Kati le samedi 25 avril dernier. Nous les écoutons. Ce matin, j'ai fait une remarque quand je me suis quitté. Quand j'ai quitté la maison en venant, en tout cas, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, contrairement à l'autre jour, la situation est revenue au calme. La population est en train de vaguer à leurs occupations. Je pense que le calme est revenu. Selon moi, pour le moment, la situation est venue dans le calme. Parce que si tu vois dans la circulation aussi, les gens promènent partout, va et bien. Vraiment, pour le moment, quand même, la situation est très calme. Comme vous le savez, cette attaque du 25 avril à Kati, à Kidal, à Gao, à Sévaré Mopti a fait des victimes.
notamment le ministre de la Défense, le général de corps d'armée et Sadio Kamara. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement. Et hier, le Premier ministre de retour du Burkina Faso, où il prenait part à la Semaine nationale de la culture, il a tenu un point de presse où il a tenu à rassurer les Maliens quant à la volonté des forces armées de sécuriser l'ensemble du territoire. Il a aussi appelé à l'union sacrée autour des forces armées et surtout à la vigilance. Mohamed Danyoko à Bamako pour Midi 1. Donc aujourd'hui, on l'a vu à travers les témoignages des habitants de Bamako, qu'ils sont plus ou moins rassurés par rapport à ce qui a pu se passer. D'ailleurs, même le président de la transition, Assimi Goïta, a pris la parole, d'ailleurs très récemment, pour essayer justement de rassurer les populations, de aussi remercier les forces armées maliennes par rapport à leurs actions. Mais on va aussi essayer de comprendre justement, on le sait, les premières victimes, on l'a dit, du terrorisme, ce sont les civils. Alors quelles peuvent être les conséquences sociales du terrorisme, Bachir, et comment est-ce qu'on peut y répondre? Je pense qu'Alioune Tine de Jam Center a dit que si le Mali tombait, c'est tout le Sahel qui tombe. Donc les conséquences sociales sont énormes et puis c'est à craindre finalement parce que effectivement, quand les zones d'habitation deviennent des zones de guerre, les populations fuient, ça se crée de la déplacent migration. forcément. Ils fuient partout là où la sécurité peut les accueillir. Donc ça va aller au-delà du pays, ça va sortir du pays, ça crée des vagues d'immigration au-delà du pays ou à l'intérieur du pays ou vers la capitale où c'est généralement plus sécurisé. Je pense que la solution sera que globale. La solution sera que globale parce que si on se réfère au dernier bruit diplomatique autour de ces questions-là de sécurité sur la sous-région, c'est l'Union africaine ou la CEDEAO qui revient vers ces pays-là qu'on avait peut-être ostracisés à un moment donné parce que justement il y avait des conflits, il y avait des problèmes politiques et diplomatiques. Donc ils ont compris finalement qu'il fallait sécuriser tous ces pays-là parce que l'Afrique est un continent et les pays ont des frontières et les frontières ne demandent pas de passage, ne demandent pas de visa pour les terroristes ou pour les perturbateurs de politique et diplomatique et des sociétés. Donc en clair, c'est sûr que l'Afrique va se réunir autour de ces questions-là pour justement sécuriser tous les pays finalement. On va vraiment se souder le coude pour que donc la réelle réponse à cette crise, c'est vraiment la collaboration régionale, voire continentale. Parce que, mine de rien, c'est une menace qui touche tous les pays de la région, potentiellement, voilà, si quelque chose n'est pas fait de manière coordonnée. Il y a également un autre sujet derrière ce fléau qui est le terrorisme, c'est le financement de cette activité criminelle. D'ailleurs, on a une analyse détaillée d'Africa Center qui nous explique justement que le terrorisme se base sur une économie de prédation, avec justement des pillages, des trafics de tout genre, des extorsions, des extractions même de minerais, voire d'or, qui permettent de financer leur activité. On a aussi un autre cas, au-delà de l'économie locale, on a aussi des acteurs extérieurs, des financements extérieurs. D'ailleurs, il y a eu le cas, comme le montre la BBC, avec Lafarge, qui a été condamné pour avoir versé de l'argent à des groupes armés, un montant de plus de 5,6 millions d'euros. Exactement, c'est assez important. On a aussi d'ailleurs le résultat de ce financement de cette industrie criminelle qui est relayée par la presse nigérienne, l'agence de presse nigérienne, qui parle aussi d'une économie malheureusement rentable pour ces groupes terroristes parce qu'ils permettent aussi des financements qui fragilisent durablement les États et qui font eux-mêmes de ces groupes de terroristes des États parallèles malheureusement qui minent les efforts aussi de développement ou de structuration des États dans lesquels ils s'établissent. La Basketball Africa League, appelée également la BAL, a déjà ouvert même sa 6e saison. C'est une compétition organisée en partenariat avec la NBA et la FIBA, soit le nouveau nom de l'Association des fédérations africaines de football. Et d'ailleurs, comme l'indique de basketball, pardon. Et d'ailleurs, c'est une saison dont une partie se joue au Maroc, ici à Rabat, annonce Apagneuse, mais qui a également commencé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 27 mars et qui va se clôturer à Kigali, au Rwanda, le 31 mai. On le sait, c'est un sport également avec un réel enjeu. Et d'ailleurs, le quotidien revient également sur cet événement-là, le retrait de la ville de Dakar de cette saison-là, capitale donc du Sénégal, en raison, les raisons ne sont pas réellement claires. Alors peut-être qu'on parle d'un problème d'agenda ou d'infrastructure ou d'une opportunité à laquelle il fallait mieux se préparer, mais du moins, la capitale sénégalaise ne va pas être complètement sortie de cette compétition.
compétition, donc il n'y a pas un désengagement du Sénégal. Mais quand même, on l'a dit, l'enjeu quand même est important par rapport à ce jeu-là qui est le basket et non pas le football. Alors, pour parler du basket, est-ce que justement ça peut devenir une véritable industrie en Afrique et est-ce que ça peut avoir un impact économique comparable au football? Vous comprenez maintenant pourquoi la confusion. Mais même, est-ce que ça peut être, pourquoi pas, une vitrine pour le continent, voire un outil d'influence? Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur cette compétition. On invite beaucoup d'influenceurs pour essayer de donner justement une image assez jeune. Donc, est-ce que ça a un réel potentiel, on va dire, au niveau du continent? Absolument, tout à fait. Parce qu'au fait, comme tous les grands sports aujourd'hui, les sports de masse, les sports populaires, comme le football, vous avez fait le lapsus, c'était révélateur d'ailleurs. Effectivement, le basketball est un sport aussi qui est très porteur, qui est aussi un sport très regardé par ailleurs, il faut le dire. Bon, sauf qu'on n'a pas effectivement atteint encore le NBA américain, mais c'est sur cette trace-là, parce que d'ailleurs, vous l'avez rappelé aussi, que c'est en coopération avec NBA et la Fédération internationale de basketball professionnel, donc la FIBA. Et justement, le fait déjà de pouvoir organiser un tournoi continental, et c'est ça qui est intéressant. Oui, et de pouvoir se déplacer de ville en ville, de pays en pays. Là, c'est l'étape Sahel, ça s'appelle l'étape Sahel, ce qui se joue actuellement à Rabat. Et après, on se déplace à Kigali, on va à Kinshasa, on va à Dakar, on va à Abidjan, au Sierra Leone, etc. Donc, c'est dire que le fait que ça agrège beaucoup de fédérations de basketball africaines, donc donne déjà une sorte de visibilité beaucoup plus ample par pays, et tous les pays se relayer ce qui se passe chez eux, et puis continentalement, si on le fait, et que le monde, par la diaspora aussi, s'intéresse à ça, ça devient vraiment des tribunes d'influence, en tout cas diplomatique, ou d'influence politique à l'échelle africaine d'abord. Donc ça a été pensé comme ça. Ouais, on voit déjà le résultat, effectivement, une compétition tournante et ça fonctionne très bien. C'est la 6e saison. En tout cas, le jeu est incroyable. Je vous conseille, si vous êtes à Rabat, de le voir et pourquoi pas, si vous êtes au Rwanda, bien d'aller en finale pour voir le dernier match de la compétition de cette saison. Merci infiniment, Bachir, pour toutes ces explications. Comme chaque semaine, vous êtes avec nous sur ce plateau. Alors, on est arrivé déjà à la fin de cette grande revue de presse africaine. Alors, ça dit quoi dans la presse africaine? Eh bien, ça dit que l'économie numérique sur le continent se structure, mais qu'il reste encore dépendant d'infrastructures de base dans certaines régions, bien comme tout simplement l'électricité. Ça dit aussi qu'au Sahel, derrière le terrorisme, il y a malheureusement une véritable économie criminelle qui alimente les conflits et fragilise les sociétés. Et ça dit enfin que le continent cherche aussi à rayonner autrement avec le sport et pourquoi pas avec le basket qui pourrait à terme créer une vraie dynamique économique pour le continent africain. Merci de nous avoir suivis dans Ça dit quoi et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre les lignes de l'actualité, toujours avec un regard africain.